Hello les amis, j'espère que vous allez bien, trop heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Push Lab dans cette intersaison de la nouvelle ère de la Formule 1 2026. Il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à comprendre et analyser, et forcément des questions à se poser, vous l'avez forcément vu au titre du podcast, que vous soyez sur YouTube, mais également en podcast audio sur les différentes plateformes, que ce soit sur Deezer, Spotify, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Immense merci d'ailleurs pour ceux qui écoutent sur ces plateformes-là, ça fait extrêmement plaisir. Immense merci encore une fois à ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui découvrent justement ce nouveau projet du podcast Push Lab. Les amis, trop heureux de vous retrouver parce que c'est vrai, oui, la question doit se poser, est-ce que la réglementation 2026 est finalement d'ores et déjà ratée avant même son premier Grand Prix en Australie? Il y a énormément de questionnements, il y a beaucoup forcément de guerre politique, vous l'avez très bien vu du côté de chez Mercedes par rapport au taux de compression qui pose problème, semblerait-il, du moins jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Et puis il y a également des questions autour de l'aéroactive, des pneumatiques qui sont en souffrance, les départs de Grand Prix qui posent des questions du point de vue de la sécurité, la guerre politique également qui est imposée par Ferrari autour justement de la question des départs. On va poser tout parce que c'est vrai qu'il faut vraiment entrer dans le fond du sujet. On va prendre le temps encore une fois aujourd'hui. C'est le but principal forcément de ce podcast, de se poser, de prendre le temps, de comprendre, d'analyser et de discuter ensemble et d'évoquer nos opinions, que ce soit avec des invités bien sûr ou que ce soit juste entre nous avec les commentaires qu'il peut y avoir. Et puis notamment également on se retrouve sur Instagram et TikTok pour notamment les extraits des podcasts. Extrêmement plaisir. Beaucoup de choses forcément à voir, que ce soit dans le Push Mag et également dans le Push to Talk avec le cœur de ce débat. Je rappelle encore une fois le cœur du débat, la réglementation 2026 est-elle d'ores et déjà ratée? Mais avant tout, les copains, on va commencer par le Push Mag. Commençons par rentrer dans le vif du sujet. Le Push Mag, je le rappelle, ça n'en déroge pas. Dérange pas, je ne sais plus exactement le terme, mais du moins on n'oublie pas ce Push Mag. Le Push Mag, c'est le récap des actus sport auto et fin sport auto dans la globalité, qu'il y a pu y avoir jusqu'au cours de la dernière semaine, avec notamment des choses pas très réjouissantes, hein. Vous l'avez très très bien compris la semaine dernière, le lendemain d'ailleurs, si je me trompe pas du dernier épisode de Push Lap, Alpine, voilà, Alpine les amis, je vais vous mettre ça comme ça pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, vous le voyez très bien. Ça y est, c'est terminé pour Alpine, c'était redouté mais c'est désormais officiel, donc la saison 2026 sera la dernière d'Alpine en championnat du monde d'endurance. En WEC, le programme Hypercar sera totalement arrêté après cette année. L'annonce est tombée la semaine dernière, le groupe Renault a également officialisé. Et ça, c'est tout aussi important, l'arrêt du programme Rally Raid avec Dacia, où était notamment impliqué Sébastien Loeb. Alpine qui tourne la page de l'endurance, c'est comme une page très forte qui se tourne littéralement pour le constructeur français, même pour l'endurance dans la globalité. Alpine était revenu en WEC en 2013 via le LMP2 avant de se lancer dans l'aventure Hypercar en 2021, d'abord avec une LMP1 Oreca bridée, puis avec son propre prototype LMDH avec l'A424 engagé officiellement depuis 2024. Donc en juin prochain, aux 24 heures du Mans, l'Alpine A524 fera sa dernière apparition dans la start. C'est là aussi que le timing interpelle, parce que le projet Hypercar, quoi qu'on en dise, il en reste très très jeune. L'équipe structurée autour de Signatech et de Philippe Sino venait de décrocher sa première victoire à l'automne dernier. C'était du côté de Fuji pour la course anniversaire du WEC. Le prototype bénéficie encore d'évolutions techniques pour cette année 2026, signe que ce n'était véritablement pas forcément prévu par le groupe Renault, cet abandon du WEC du côté de chez Alpine. Philippe Krief, qui est donc le PDG d'Alpine, justifie ce choix par une réalité économique, je le cite, un marché électrique en croissance plus lente que prévu, la nécessité d'investir massivement dans la gamme de produits et la volonté de construire une marque durable sur le long terme. En clair, la priorité est donc au business et donc à la Formule 1. Alpine estime que la Formule 1 offre une plateforme mondiale plus puissante pour développer sa notoriété et soutenir ses ambitions commerciales. Donc une décision stratégique, mais tout aussi symbolique, car l'endurance fait partie même de l'ADN d'Alpine depuis plusieurs décennies, au-delà de la Formule 1, de l'arrivée en Formule 1. C'était il y a quelques années, c'était pour l'année 2021. Alpine était
présente quand même depuis 2013 via le programme LMP2. Et puis Viry-Châtillon, c'est un contexte qui est tendu parce que ce retrait du WEC s'inscrit dans un contexte plus large. Le site historique de Viry-Châtillon, déjà privé de la conception des moteurs F1 désormais fournis par Mercedes chez Alpine, est au cœur des inquiétudes. Désormais, on en a parlé la semaine dernière avec le maire du côté de Viry-Châtillon, il s'appelait Jean-Marie Villain, non pas Jean-Marie Villemain, attention. Jean-Marie Villain s'était exprimé en disant que déplorer les mensonges et trahisons qu'il peut y avoir du côté du groupe Renault vis-à-vis de Viry-Châtillon. Il y a des tensions sociales qui sont apparues, des élus locaux qui ont dénoncé des mensonges et trahisons, je le disais. Renault évoque désormais un projet baptisé Alpine Tech, orienté vers l'innovation et des partenaires industriels. Mais sur le plan sportif, le message est clair. Alpine se recentre sur la Formule 1, mais pas en France. Ce sera à l'étranger, donc du côté de Shenstone en Grande-Bretagne. La question maintenant est simple. Est-ce un recentrage intelligent ou un retrait prématuré ? Je pencherai plus quand même sur la question du retrait prématuré parce que Luca De Meo estimait encore l'été dernier qu'il faudrait 20 ans à Alpine pour rivaliser pleinement avec Porsche en endurance. Porsche qui a quitté d'ailleurs le WEC. Le programme s'arrête pourtant bien plus tôt. Je rappelle que Luca De Meo n'est plus PDG, enfin plus le patron du groupe Renault. Il est parti prendre la direction du groupe Kering dans une ère où Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, BMW, Cadillac ou encore Lamborghini investissent massivement en hypercar. Alpine, eux, quittent une catégorie qui est en pleine expansion avec le nombre de constructeurs impliqués. On a vu notamment que, McLaren allait également s'impliquer en WEC à partir de la saison prochaine. Stratégiquement, le choix peut peut-être se défendre. Émotionnellement et symboliquement, c'est une toute autre histoire. Reste encore une promesse de la direction. Alpine se battra jusqu'à la dernière seconde en 2026. Mais quoi qu'il en soit, alors peut-être qu'on va se répéter par rapport à la semaine dernière. Ça, on l'a très bien compris qu'il y avait certainement des mensonges et certaines trahisons vis-à-vis de Viry-Châtillon. Mais ça n'empêche pas moins que l'émotion de voir Alpine se désengager autant du sport automobile avec une simple implication du côté de la Formule 1, non pas du point de vue technologique, mais simplement du point de vue naming, avec l'implication forte de Mercedes désormais du côté de l'écurie Alpine. Le fait est que le travail à Enstone devient de moins en moins français. Il y a eu une certaine razzia, j'ai envie de dire, des Français du côté de Enstone. Il y a eu un renouvellement du point de vue du personnel. Donc le naming est certes extrêmement important pour Alpine. Pour ceux qui disent que Alpine va se désengager de la Formule 1, c'est faux, ce n'est pas vrai. Alpine va bien rester en Formule 1. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme marketing et une vision globale de la puissance que peut être le pinacle du sport auto stratégiquement du point de vue commercial qui fait mettre en avant qu'il est impossible pour une écurie de Formule 1 aujourd'hui de se désengager. Ce serait, excusez-moi du terme, mais je ne vais pas dire le S-word en fait. Ça serait se mettre à mort d'une certaine manière parce que une écurie en Formule 1 aujourd'hui vaut des milliards de dollars. D'euros ou de dollars. Vous choisissez la devise. Mais ça vaut des milliards d'euros et de dollars. Donc il est totalement stupide pour une écurie aujourd'hui qui est impliquée en Formule 1 de se dire « Ah non, on part maintenant parce qu'on a envie de partir. » La valorisation est tellement forte et surtout positive qu'elle va continuer à exploser. Une écurie qui vaut aujourd'hui 6 milliards de dollars, comme l'est certainement d'ailleurs Mercedes, dans 3 ans elle en vaut 8, et dans plusieurs années elle en vaudra encore plus. Il y a une question aussi vis-à-vis de la nouvelle ère de la Formule 1, la nouvelle réglementation. Est-ce que ça ne va pas impacter la valorisation des écuries de Formule 1 ? Ça c'est vrai, c'est un point qui est extrêmement important, parce que cette question de la nouvelle ère de la Formule 1 qu'on va évoquer encore une fois encore plus aujourd'hui avec la question est-ce que oui ou non c'est une réglementation ratée. Réglementation ratée, oui ou non. Par contre, il y a un risque que si ça ne fonctionne pas cette réglementation, ça dévalorise les écuries de Formule 1 tellement elle n'est plus assez impactante. C'est une prise de risque cette nouvelle réglementation, mais quoi qu'il en soit, une écurie de Formule 1 aujourd'hui vaut des milliards, ça ne sert à rien de quitter la F1. Donc c'est pour ça que Alpine ne quittera certainement pas la F1. Le groupe Renault est bien plus gagnant dans cette histoire par rapport aux choix qu'ils sont en train de faire, même si émotionnellement ça nous met
dans une part un peu, véritablement triste. Bon, continuons au-delà d'Alpine, parce qu'il y a d'autres actus, et également du côté de la Formule 1. Je me remets en host, le temps juste d'aller chercher la dernière information, c'est celle-ci, les amis. Hop là! Pour ceux qui sont sur YouTube, oui, le Grand Prix de Barcelone est sauvé. C'est une bonne nouvelle pour les puristes, on va dire ça ainsi, mais une bonne chose, une bonne nouvelle à moitié. J'avoue que cette news, moi, me surprend énormément. J'attendais de voir plutôt le circuit de Barcelone, eh bien, ne plus être au calendrier. Barcelone prolonge avec la Formule 1, le circuit de Montmeló restera au calendrier jusqu'après 2026, mais le Grand Prix de Barcelona-Catalunya ne sera plus annuel, il sera organisé une année sur deux, 3 courses prévues sur 5 ans, 2028, 2030 et 2032. Et pendant ces saisons-là, l'Espagne aura 2 Grands Prix, puisque Madrid, avec le Madrid, a sécurisé sa place jusqu'en 2035, avec donc une présence au calendrier chaque année. Barcelone perd même donc son appellation historique de Grand Prix d'Espagne, puisque maintenant c'est désormais attribué à Madrid, et Montmeló apparaît officiellement, donc je le disais, sous le nom de Grand Prix Barcelona-Catalunya, et ça impacte également un autre Grand Prix. Barcelone alternera avec Spa-Francorchamps. À partir de 2027, le Grand Prix de Belgique ne sera présent que sur les années impaires. Les responsables belges espèrent renégocier pour conserver une présence annuelle. L'accord signé par Barcelone complique clairement cette ambition aujourd'hui, ça c'est clair. On parle ici de 2 circuits historiques, 2 tracés peut-être même emblématiques, il faut le dire, enfin surtout pas plus que la Barcelone. Et pourtant même eux doivent accepter l'alternance. On rappelle que la Formule 1 est en train de changer son modèle, puisque cette décision illustre parfaitement l'évolution du calendrier. Les circuits européens traditionnels doivent se battre pour survivre. Imola disparaît cette année, avis honnête de mon côté, pas plus mal que ça disparaisse. Zandvoort vivra son dernier Grand Prix cet été. Portimao, ça on est très heureux, reviendra en 2027 et 2028. Et pendant ce temps, le Red Bull Ring a sécurisé sa place jusqu'en 2041. Autant aller jusqu'à 2100 tant qu'on y est. Miami aussi jusqu'en 2041. Melbourne jusqu'en 2035. Et de nouveaux projets frappent à la porte, notamment le retour du Grand Prix de Turquie en 2027. Qui dit en Arabie Saoudite, bon ça on sait pas trop quand est-ce que ça arrivera, c'est en construction à l'heure actuelle encore une fois. Le Grand Prix Thaïlande qui arrivera au calendrier de la Formule 1. Le Grand Prix d'Afrique du Sud, j'ai encore des doutes là-dessus pour qu'il arrive au calendrier. Par contre, le Grand Prix du Rwanda, je ne peux pas vous dire que je peux vous le certifier, mais le Grand Prix du Rwanda arrivera en Formule 1. Par rapport à tout ce qui est en train de se passer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça va dans le bon sens, voilà, pour être tout à fait honnête. Ce que ça montre, c'est que la Formule 1 est dans une logique d'alternance pour préserver certaines parts d'héritage, tout en ouvrant la porte au nouveau marché. Et Barcelone n'est pas exclu, Spa n'est pas exclu, mais aucun circuit européen n'est désormais intouchable, même si je pense sincèrement que le Grand Prix de Monaco reste intouchable pour plein de raisons. La Formule 1 version 2026 ne change pas seulement ses moteurs, elle change aussi sa géographie. Et le calendrier devient lui aussi un terrain stratégique, même haute tension, quand même, c'est vrai. Mais bon, je reste quand même surpris de voir le Barcelone rester au calendrier de la Formule 1. Parce que je suis pas très fan de ce circuit, pour être honnête. Je n'en suis plus fan, c'est juste pour moi réduit un peu un circuit de test. Voilà, un circuit juste d'essai. Merci, bonne soirée. C'est pour faire un Grand Prix. Alors oui, certes c'est proche de la France, Barcelone. C'est peut-être un de nos Grands Prix qu'on peut considérer presque français, on va dire ça ainsi. Surtout que même si Monaco existe et qu'il est extrêmement accessible, je vous encourage bien sûr à venir au Grand Prix de Monaco. Avec notamment quelqu'un que vous entendrez sur le circuit qui est peut-être présent pendant ici, ce que vous entendrez sur le circuit de Monaco, pas pour le Grand Prix de F1 qui arrivera. Mais voilà, en tout cas, Grand Prix de Barcelone, sans plus. Voilà, je trouve que ce soit une si bonne chose que ça reste au calendrier de la Formule 1. Dans les autres actus du Push Mag, eh bien, je voulais vous parler d'un event. Je vais y arriver. Alors, je tiens le micro de la main gauche. Pourquoi ? Parce que j'ai une tendinite. Vous voyez notamment le strap ici pour ceux qui sont sur YouTube. Une tendinite sur le bras droit. Donc, je dois reposer comme pas possible mon bras droit. Donc, je tiens le micro de la main gauche. J'espère que ça va résolver très vite tout ça. Je voulais vous parler d'un bon event auquel j'ai pu participer hier. J'ai été invité pour la rentrée des sports mécaniques de Canal+. Alors, je voulais prendre le temps d'en parler
eh bien en fait dans cet épisode de Push Lab parce que c'est extrêmement intéressant de voir comment le diffuseur français de la Formule 1 continue d'évoluer, surtout en même temps que la Formule 1 avec cette nouvelle ère de la F1 comme on l'a dit, avec cette nouvelle réglementation. Et c'est vrai que c'est une immersion totale, des nouvelles aspirations comme ils ont pu le dire, parce que ça ne parle pas seulement de la Formule 1 mais on parlait également du MotoGP, du WRC mais également de l'IndyCar. La saison 2026 des sports mécaniques marque un tournant majeur parce que Canal+ compte bien être encore une fois le centre névralgique même d'une certaine manière de la Formule 1 francophone. Sous le slogan des nouvelles aspirations, le groupe lance une année ambitieuse, immersive et profondément renouvelée autour de la F1, du MotoGP, du championnat du monde des rallyes et de l'IndyCar. La F1 entre dans une nouvelle ère réglementaire et Canal+ donc a adapté son dispositif en conséquence dans un bouleversement historique que Canal+ accompagnera avec un dispositif donc enrichi. On a une équipe XXL et des nouveautés fortes également. La team F1 2026 de Canal+, eh bien, ça ressemble à un casting impressionnant avec Jean Alési, il y a Julien Febvreau, Julien qui continuera de commenter bien évidemment la F1 en 2026, Margot Lafitte, Romain Grosjean, Jacques Villeneuve qui sera toujours présent, Naomi Schiff, et une nouveauté marquante et j'étais trop heureux de voir qu'elle arrivait dans l'équipe Canal+, c'est Dorian Pain. Dorian Pain, champion 2025 de F1 Academy, qui rejoint donc l'équipe comme consultante. Il y a également Théo Pourchère qui sera présent. Victor Martins également sera présent pour commenter quelques grands prix, ou du moins participer à certains grands prix du moins. Alors est-ce que ça va être des essais libres, des qualifications des grands prix? Ça, je n'ai pas l'information. Côté émission, la grille a été repensée. Formula One pour le débrief sera à chaud. Lundi, Grand Prix. On-board toujours plus immersif. Et un nouveau format, portrait de paddock. L'objectif est clair, donc toujours plus d'immersion. Avec communication en direct des patrons écuries, coulisses techniques et parade des pilotes également qui va être rallongée. Présente également sur Canal+. Important aussi de prendre ça en compte pour avoir discuté également avec Julien Febvreau pendant l'event. Ce qui était intéressant, c'est de comprendre comment il allait expliquer la Formule 1 2026 sur les antennes de Canal+. Le mot d'ordre, c'est pédagogie. C'est pédagogie parce que c'est une nouvelle ère qui est tellement difficile à comprendre pour les néophytes de la Formule 1 comme pour ceux qui sont impliqués directement à F1 avec les patrons d'écurie ou ne serait-ce que les ingénieurs qui sont en poste dans les écuries de Formule 1. Tout le monde a du mal à comprendre cette nouvelle réglementation. Pour vous donner même une petite inside, je pense pas qu'il me l'ait dit, c'est pas un off, mais je peux vous donner une inside. Sachez que Julien a eu un rendez-vous avec de 2-3 heures avec un ingénieur moteur pour qu'il lui explique comme un cours comme un cours à la fac ce que c'est véritablement un nouveau moteur 2026 en Formule 1. Ça a été très dur à comprendre, très compliqué à assimiler toutes ces informations, mais pour lui il était indispensable d'arriver à l'antenne en ayant la compréhension maximum, pas totale, mais maximum possible pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais il le sait, en tout cas, de ce qu'il a pu me raconter, c'est qu'en gros, il ne va pas tout raconter à l'antenne parce que ça va ne servir à... Il y a des informations qui ne serviront pas forcément à quelque chose, qui ne feront pas forcément avancer les débats et la compréhension déjà complexe de la F1 2026. Et pour lui, il est indispensable d'avoir une connaissance la plus haute possible pour arriver à l'antenne et donc nous régaler sur l'antenne de Canal+ pour commenter la Formule 1. Une offre documentaire également qui est beaucoup plus ambitieuse autour de la F1. Il y a une série documentaire de 4 épisodes de 40 minutes sur Enzo Ferrari, le mythe Ferrari, qui sortira le 8 et 15 mars. Jean Alési, le flamboyant, documentaire de 90 minutes prévu également en décembre 2026. Et à cela s'ajoutent également les formats digitaux. Je salue également Julien, un autre Julien, Hydro, qui était là pour le premier épisode de Push Lab, qui une nouvelle fois renouvellera l'expérience des formats digitaux du côté de chez Canal+. Donc voilà. MotoGP également, vous connaissez, le dispositif est également très présent. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 18 pilotes sur la grille de MotoGP hier. 18 pilotes qui ne connaissent pas leur avenir pour l'année prochaine. Donc visiblement, c'est une saison sous haute tension du point de vue mercato pour le MotoGP. J'ai appris une petite info hier. Je sais pas si je peux la dire ou pas, mais si vous suivez le MotoGP, sachez que du côté de chez Tech 3, je vais pas vous dire le nom, mais je vais vous donner des gros indices. Du côté de chez Tech 3, désormais détenu par Gunther Steiner, une personnalité française va arriver à la tête de l'écurie, que vous connaissez très bien, qui était chez Alpine. Prenez vos conclusions. Voilà. C'est une info MotoGP que j'ai eue hier.
Bon. Ma WRC, eh bien, même si la saison a déjà commencé, 14 épreuves au programme, bien sûr, avec le rallye Monte-Carlo pour commencer la saison, et le rallye Sweden qui était arrivé il y a quelques jours et remporté par Elfyn Evans en Suède. Mais il y a des documentaires qui arrivent sur la famille Delecourt, vainqueur du rallye Monte-Carlo, bien sûr, François Delecourt, avec son fils qui s'appelle Elliot Delecourt, qui est aussi très très bon, Elliot Delecourt. Donc voilà, il y a un documentaire sur la famille Delecourt qui va arriver. Il y a Rally Club, format repensé pour renforcer la visibilité du championnat de France des rallyes qui est absolument magnifique. Et puis l'IndyCar, toujours sur les antennes de Canal+, pour terminer. 18 épreuves cette année, dont la 110e édition des 500 miles d'Indianapolis, qui est un rêve pour moi d'aller voir les 500 miles. C'est vraiment, je suis plutôt content d'ailleurs cette année, dans la nouvelle ère d'ailleurs du sport auto qu'on peut avoir. J'ai dit beaucoup de nouvelles ères parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Que en fait, le Grand Prix de Monaco ne soit plus en même temps que les 500 miles d'Indianapolis, parce que comme ça peut me permettre, dans ma vie, d'aller voir les 500 miles d'Indianapolis. Donc moi, je suis très heureux de ça, sachant également que Romain Grosjean est de retour sur la grille IndyCar avec l'équipe Delcoin Racing. Donc vous l'avez compris, Canal+ ne se contente plus de diffuser les courses, enfin, ne se contente pas de diffuser les courses. La stratégie 2026 repose sur 3 piliers: immersion totale, expertise renforcée et puissance digitale massive. Chaque week-end va être passionnant sur les tonnes de Canal+. Donc voilà, immense merci pour l'invitation hier. C'est trop cool de comprendre encore plus comment fonctionne le diffuseur de la F1 et quel est le travail derrière et le travail approfondi pour justement nous régaler chaque week-end de Grand Prix. Les amis, voilà pour le pushback qui a été complet. On a pu même parler des actus télé, donc c'est trop cool. Donc voilà les copains. Entrons dans le vif du sujet avec le push to talk du jour de cet épisode 4 de la saison 2 de Push Lap. Il y a énormément de choses à comprendre, à voir et à analyser par rapport à cette nouvelle réglementation 2026, cette nouvelle ère de la Formule 1 qui fait tant parler et qui fait tant peur même d'une certaine manière. La Formule 1 joue peut-être son plus grand pari depuis 2014. En Formule 1, tout change. Le moteur, l'aérodynamique, la gestion de l'énergie, la philosophie même du pilotage. Jamais la Formule 1 n'a tenté une refonte aussi radicale, aussi ambitieuse et aussi risquée. Sur le papier, c'était la promesse d'une révolution presque maîtrisée. Dans la réalité, c'est une avalanche de doutes. Des moteurs d'une complexité inédite dans leur utilisation. Une aéroactive qui interroge aussi également. Des pneumatiques Pirelli d'ores et déjà en souffrance, ne serait-ce que durant les essais de pré-saison dans la première session du côté de Bahreïn. Et des pilotes qui tirent la sonnette d'alarme quand Lewis Hamilton, Fernando Alonso et surtout Max Verstappen expliquent que cette F1 ne leur plaît pas et que certains évoquent même un départ si la direction reste la même, sans oublier de gros problèmes de sécurité évoqués au moment du départ. Bref, on parle d'un tournant historique qui pourrait finalement mettre à mal le pinacle même du sport auto. Alors oui, il y a des avancées, oui, il y a des réussites, on va les évoquer, mais à 3 semaines du premier Grand Prix en Australie, une question devient impossible à éviter, des questions même deviennent impossibles à éviter. Est-ce que la F1 n'a pas vu trop grand ? Est-ce que cette réglementation est une vision d'avenir ou une erreur stratégique ? Et surtout, est-ce que la réglementation 2026 est d'ores et déjà ratée ? Oui, la question est provocatrice, volontairement, je le conçois, mais elle permet aussi d'évoquer toutes les facettes de cette nouvelle réglementation technique et même sportive vis-à-vis de la F1, parce qu'il y a tellement de points intéressants à évoquer. D'ores et déjà, parlons dans cette première partie. J'ai envie de dire, excuse-moi, on est à la fac, Alex, c'est comment là ? Non, parlons pour commencer plutôt de la dépendance électrique. Je pense que c'est un des points qui pose problème aux pilotes, surtout aux pilotes, mais aux fans dans la globalité, et c'est le point primaire, même, j'ai envie de dire. Parce que c'est le cœur absolu de la réglementation 2026. La F1 est devenue dépendante de la partie électrique de son unité de puissance. Et quand je dis dépendance, c'est pas une formule, c'est juste factuel, parce qu'aujourd'hui, c'est 50% de la puissance qui provient de l'électrique dans les moteurs. 50% thermique, 50% électrique. La récupération d'énergie est beaucoup plus agressive. On l'a très bien observé, ne serait-ce que visuellement, lors de la première session des essais de Bahreïn. Si vous regardez cet épisode, eh bien, après la deuxième session de Bahreïn, eh bien, vous verrez toujours les mêmes choses, avec des phases de lift and coast visibles, et même sur des tours rapides d'ailleurs. C'est ça qui est assez perturbant et même terrifiant. Le MGUH, je le rappelle, a disparu, donc il n'y a plus ce tampon qui permettait de lisser naturellement l'équilibre nécessaire. Et en parallèle, on utilise un carburant durable qui ne brûle pas comme une essence fossile traditionnelle. Résultat, donc, le moteur ne se gère plus uniquement en puissance pure, il se gère en équilibre énergétique permanent.
c'est pas simplement combien j'ai de chevaux maintenant, c'est comment je déploie, comment je recharge, où je récupère ou comment je compense. Chaque tour en fait devient une gestion fine et chaque ligne droite devient un compromis. Parce que c'est là en fait le point qui moi me met un petit peu en émoi et me met un peu en frustration vis-à-vis de la Formule 1 d'aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait nous sommes entrés dans une ère de compromis. On doit penser à chaque fois concrètement les pilotes, du moins et même les ingénieurs, comment attaquer, non pas seulement comment attaquer et comment défendre, c'est en fait, c'est juste, je dois gérer ma batterie pour pouvoir aborder un tour de qualification. En fait, non, c'est parce que même l'an dernier c'était déjà comme ça, mais c'est plus une question de la partie électrique devient tellement dépendante qu'on est obligé de faire du compromis sur le pilotage. À la différence de l'an dernier, où sur la partie moteur en particulier, tu ne faisais pas forcément de compromis. Tu faisais des compromis, allez, on va dire, sur les pneumatiques, mais ça ne t'empêchait pas de piloter de la meilleure des manières, on va dire ça ainsi, ou de la plus forte des manières en séance de qualification. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de faire des compromis en qualification, qui n'est pas un compromis qui est tellement puissant et qui n'est pas acceptable selon moi vis-à-vis de la Formule 1. Parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. Parce que c'est évoqué par plusieurs pilotes qui ont mis une forme de frustration, mais en même temps, d'un point de vue technologique, c'est vrai que c'est absolument fascinant. On est objectivement entré dans une nouvelle ère qui est fascinante du point de vue technologique. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je suis la Formule I depuis le premier jour. C'est un championnat que j'ai vu évoluer depuis ses débuts, depuis la première course du côté de Beijing, et dont je connais très très bien le fonctionnement. Modestement, je dis ça, bien sûr. Hein. Et justement, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est à quel point les méthodes pour optimiser le lift and coast en Formule 1 et en Formule I se sont rapprochées. C'est jamais dans l'histoire de la Formule 1, on s'est autant rapproché de ce qui se fait dans un championnat extérieur comme la Formule I. Et ce n'est pas pour rien que Max Verstappen d'ailleurs a parlé de Formule I sous stéroïdes. Ce n'était pas une critique gratuite, c'était même pas une critique d'ailleurs vis-à-vis de la Formule I, c'était juste un ressenti technique. Et à Bahreïn, même en tour de simulation de qualification, on percevait visuellement l'importance de la partie électrique. On comprenait que la batterie représentait quasiment la moitié de la performance disponible. Et conséquence directe de tout ça, pour préparer cette nouvelle réglementation, les équipes de F1 ont massivement renforcé leur département énergie et simulation avec les meilleurs ingénieurs du milieu dans le domaine, en recrutant à la source, à savoir en championnat du monde de Formule I. Donc c'est pour ça que récemment, on a vu plusieurs anciens ingénieurs de McLaren Formula E qui ont rejoint Haas, donc notamment je les cite Christopher Vretos et Daniela Klauser. Chez Cadillac F1, on a vu l'arrivée de Christopher Brown et de Stephen Lane, ainsi que dans l'équipe F1 de McLaren, on a vu l'arrivée de Andreas Zetterlund. Et puis de son côté, Williams a recruté l'été dernier Cristina Magnas Fernandez, qui est une ancienne agente de performance et data science chez Jaguar et Nissan en Formula E, pour travailler avec Carlos Sainz cette saison. Et puis, c'est des informations que je peux vous donner. Alors celles-ci, elles sont connues, à savoir que légalement, il y a des pilotes de Formula I qui ont participé intensivement au développement en 2026, comme Sébastien Buemi du côté de chez Red Bull, Stoffel Van Dorn du côté de chez Aston Martin, Nick De Vries et Jack Dukes du côté de chez McLaren également. C'est pour ça que beaucoup de personnes se posaient la question pourquoi il y a des photos de Nick De Vries du côté de chez McLaren en 2025. C'est pour ça, parce qu'il préparait 2026 avec notamment son apport en tant que champion du monde de Formula I et l'apport notamment sur la partie électrique et la gestion de la partie électrique. Mais information que je peux vous donner, ça également, ce ne sont pas les seuls pilotes que vous avez entendus auparavant, mais il y a également un nouveau pilote qui est arrivé du côté de la Scuderia Ferrari. Information que je peux vous donner, Norman Nato, que vous avez pu connaître si vous avez regardé notamment les championnats de GP2 par le passé. Il est arrivé en tant que development driver du côté de la Scuderia Ferrari. Information à confirmer, que j'essaie de confirmer, mais il pourrait faire également des FP1 durant la saison 2026 de F1. Donc Norman Nato a signé du côté de chez Ferrari. Nick Cassidy a collaboré avec Mercedes sur les derniers mois pour préparer la saison 2026. Nick Cassidy, qui est aujourd'hui pilote Peugeot en championnat du monde d'endurance, mais également pilote Citroën en championnat du monde de Formula I. Endurance a une partie électrique très importante avec l'hybride, mais également en Formula I, la partie électrique et surtout le cœur, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nick Cassidy est un pilote extrêmement talentueux. Mercedes qui a collaboré avec lui pour préparer la saison 2026 et qui est
J'attends confirmation pour être tout à fait honnête. Est-ce qu'il continue de collaborer avec eux? Ça, je ne sais pas. Mais du moins, il a collaboré avec eux sur le développement du moteur 2026. Et bah, Nick Cassidy, pour moi, c'est l'un des meilleurs pilotes de F1. Et Mercedes a réellement fait une belle prise en ayant fait une collaboration avec lui. Et donc, ce n'est pas anodin tout ça, parce que ces profils maîtrisent parfaitement la gestion électrique, l'optimisation énergétique tour par tour, la lecture fine également des systèmes. Et en 2026, cette compétence devient stratégique parce que vous l'avez pu l'entendre notamment par les mots de Sir Lewis Hamilton. Je vais venir après sur les réactions des pilotes par rapport à toutes ces questions. Mais Sir Lewis Hamilton a dit une phrase extrêmement intéressante. C'était que pour piloter les Formule 1 2026, il fallait un diplôme. Alors si en F1 2026, il faut un diplôme, n'imaginez même pas ce qui se passe en Formule 1. Oui, là en Formule 1, il faut vraiment un diplôme pour comprendre justement la vision de ce que l'on peut avoir en gestion énergétique. Mais je vais y venir justement par cette gestion en Formule 1 et cette comparaison même idéologique que tu peux avoir par ce qui se passe aujourd'hui dans le sport auto avec la Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des problèmes bien plus que sur la dépendance électrique. On a des problèmes embêtants sur le fonctionnement même de cette réglementation. Parce que cette dépendance électrique amène aussi des questions de sécurité. Et il y a un autre point qui inquiète énormément le paddock, et ce point-là pourrait même d'ailleurs exploser dès le premier Grand Prix à Melbourne. En fait, ce sont les départs. Alors, vous avez certainement vu passer beaucoup d'informations et tout est au contraire par rapport à ce qui se passe par rapport au départ. En fait, les essais de Bahreïn ont mis en lumière quelque chose d'assez inquiétant. Les nouvelles unités de puissance rendent la procédure de départ beaucoup plus complexe et potentiellement même instable. Je m'explique. En 2025, je l'ai dit juste avant, c'était le MGUH qui faisait le travail invisible. En gros, le MGUH aidait le turbo à monter immédiatement en pression. Il réduisait en fait le temps de réponse. Donc, on parle justement avec le fameux turbolag. Et surtout, il évitait de solliciter excessivement le moteur thermique. C'était un peu une sorte de stabilisateur, en gros. En 2026, il n'existe plus. Résultat, tout repose désormais sur le moteur thermique. Donc pour amener le turbo dans sa fenêtre optimale de fonctionnement, il ne suffit plus de tenir un régime élevé. Il faut maintenant un régime très élevé, et ce pendant très longtemps. C'est pour ça que notamment, vous avez vu Sir Lewis Hamilton dans une vidéo avec Sam Collins de la F1 TV, où on filme pendant vraiment 20 secondes une procédure de départ de Lewis Hamilton, entre autres. Et quand je dis élevé, c'est pas une image seulement visuelle, ça se vérifie dans les datas. À Bahreïn, on a observé des pics au-delà de 13 000 tours minutes lors des simulations de départ. Les moyennes, normalement, se situent autour de 12 000 tours minutes. Pour comparer, les anciennes unités hybrides jusqu'à l'an dernier travaillaient entre 9 000 et 10 000 tours minutes au départ. Là, on parle de valeurs qui, auparavant, n'étaient atteintes qu'en effort maximal d'accélération. En gros, quand vous étiez en bout de ligne droite. Avant un bout de ligne droite et d'une très longue ligne droite, on va dire ça. Et ce régime doit être maintenu parfois jusqu'à 10 secondes avant l'extinction des feux. Imaginez la contrainte mécanique, imaginez même la pression sur la fiabilité. La fiabilité, on en reparlera juste après d'ailleurs. C'est précisément pour ça que les équipes demandent déjà une intervention de la FIA avant Melbourne. Certains souhaitent même qu'un intervalle prédéfini soit instauré entre la mise en place de la dernière voiture et l'extinction des feux afin de garantir à tout le monde le temps nécessaire pour stabiliser le turbo, parce que sinon le risque est clair, et c'est ça qui est très problématique, c'est que si le turbo n'est pas dans sa bonne fenêtre au moment précis où les feux s'éteignent, eh bien le pilote peut se retrouver en difficulté immédiate sans qu'il y ait en difficulté immédiate. Donc ça veut dire que le système anti-calage peut s'activer, la voiture s'élance très lentement, et le départ, c'est le moment le plus pression d'un Grand Prix de F1, c'est son moment le plus marquant. T'as pas envie de voir des voitures être à l'arrêt au départ et pouvoir même être en risque de s'entrechoquer et de faire des incidents très graves. Sauf qu'il y a un problème dans tout ça, et ça c'est très drôle. Ce changement avait déjà été discuté en fait il y a 1 an. Parce qu'en fait, Ferrari avait demandé cette modification 1 an plus tôt et avait été totalement ignoré par les écuries rivales. Du coup, Ferrari se sont dit, ok, on développe notre moteur pour fonctionner avec cette procédure prévue donc, de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, changer maintenant, en fait, pourrait pénaliser Ferrari qui a prévu en fait un système qui leur permet d'avoir moins de turbolag et notamment un meilleur départ. Bon. Ferrari avait prévenu tout le monde, les écuries rivales ont fait non, c'est pas vrai, non, on veut pas ça. Non, en fait, non, on veut la procédure comme on a défini. Oui, bah super.
Super, bravo la concurrence en tout cas. C'est qui est le plus bête maintenant? C'est un peu ça l'histoire. Mais bon, peu importe le passé, McLaren qui par la voix d'Andrea Stella, demande énormément de modifications par rapport à la réglementation. Pour eux, on ne parle pas de performance, on parle de sécurité. Oscar Piastri d'ailleurs l'a résumé d'une phrase très forte, cela pourrait devenir une recette du désastre parce que on ne parle plus seulement d'un peu de patinage ou d'un temps de réaction imparfait. Je le disais, on parle de risque d'anticalage, on parle de moteur mal synchronisé, on parle même de perdre 6 ou 7 positions si quelque chose se passe mal. Et dans une F1 où l'aéro est toujours aussi déterminante, perdre 7 places au départ peut ruiner toute une course au-delà même de la question, avant même la question de la sécurité. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi la question du MGUK. Aujourd'hui, le règlement interdit son utilisation pour libérer de l'énergie lorsque la voiture est immobile sur la grille. Et en dessous de 50 km/h, l'électrique en fait ne peut pas intervenir. Donc seul le moteur thermique est là et seul le moteur thermique fait froid. Donc une hypothèse pour trouver des solutions serait d'autoriser le MGUK au départ pour aider le turbo. Mais là encore, c'est un piège stratégique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que toute l'énergie utilisée au départ, c'est de l'énergie qui manquera plus tard dans le tour. Un premier tour de course qui est aussi un moment extrêmement en pression. Et dans une F1 en 2026 où chaque joule, allez on va dire ça compte, ça peut déséquilibrer toute la phase suivante, surtout avec des lignes droites successives. Notamment au premier Grand Prix en Australie, le nombre de lignes droites qu'il y a, c'est un circuit beaucoup plus rapide que par le passé. Bon, il a bien évolué dans la rapidité, mais ça peut poser problème par rapport au F1 2026. Et ce n'était pas d'ailleurs la seule variable, les rapports de boîte ont également changé. Il y a beaucoup de problèmes quand même, hein. Les équipes raccourcissent les rapports en virage pour recharger la batterie plus efficacement et limiter donc le turbolag, mais cela implique des philosophies très différentes. Red Bull par exemple adopte une approche agressive avec des rapports très courts et une utilisation fréquente des vitesses basses. Ferrari semble avoir une approche plus douce, potentiellement avec un turbolag plus petit, je vous en parlais juste avant, ce qui pourrait faciliter la montée en régime au départ, mais même Ferrari a montré des variations tout de même à Bahreïn, donc personne n'est totalement à l'aise et c'est ça qui est inquiétant parce que le départ historiquement est un moment simple en Formule 1, réaction, embrayage, motricité et après tu te barres, mais en 2026 elle devient une séquence technique sous plus haute tension. Je rappelle, fenêtre turbo, régime moteur, gestion thermique, synchronisation d'embrayage et optimisation énergétique, tout ça à la milliseconde près, hein. Bon courage. Alors oui, technologiquement, encore une fois, oui c'est vrai, c'est passionnant, mais sportivement quand même c'est difficile. Et si Melbourne offre un départ chaotique, la narrative, attention, de la réglementation ratée prendra une ampleur immédiate. Et c'est pour ça que les équipes parlent déjà de danger potentiel, parce qu'aujourd'hui la Formule 1 a peut-être créé le système le plus sophistiqué de son histoire, et c'est un fait, mais au moment le plus simple du sport, l'extinction des feux, elle n'est plus totalement sûre d'elle. Et puis notamment, il y a d'autres problèmes, je les évoque encore une fois, mais le lift and coast. Le lift and coast quand même, parce que Andrea Stella est préoccupé par ça, parce qu'on parle de complexité et là on parle de sécurité. La réduction du recours au lift and coast devient un enjeu majeur, parce que le lift and coast, pour rappel, c'est le fait de lever le pied en fin de ligne droite pour arriver dans la zone de freinage sur l'élan afin d'économiser l'énergie. Et dans une F1 où l'énergie est centrale, cette technique devient juste structurelle aujourd'hui en F1. Le problème, c'est que vous avez des vitesses de rapprochement. Si la voiture de devant manque en fait d'énergie et commence à lever le pied bien plus tôt que prévu par rapport à un pilote qui a beaucoup plus d'énergie, alors que cette dernière est encore en pleine charge, la différence de vitesse peut devenir énorme et c'est exactement ce qui inquiète le patron de McLaren, Andrea Stella. Il a évoqué des précédents forcément extrêmement marquants, comme le looping spectaculaire de Mark Webber, c'était à Valence en 2010, ou encore l'accident de Riccardo Patrese au Portugal en 1982. C'était des incidents qui étaient liés à des différentiels de vitesse massifs, sauf que là ça peut être encore plus fort avec les différentiels de vitesse à cause des différentiels de batterie. Parce que si le pilote doit lever le pied, allez, on va dire 100 ou 150 mètres plus tôt, pour préserver son énergie, celui qui arrive derrière en l'aspiration, qui arrive avec une vitesse folle, moindre malentendu, c'est critique, hein, ça, tu t'envoles. Et surtout que l'aéro qui est toujours extrêmement important forcément en Formule 1. Donc Stella est très clair, c'était pas une situation idéale lorsqu'on se suit de près, et en Formule 1, suivre de près, c'est justement l'objectif pour ensuite aller dépasser. Alors comment limiter ça ? Andrea Stella, lui, veut modifier la réglementation autour du super clipping. Aujourd'hui, les monoplaces peuvent super clipper jusqu'à 250 kW. Si on augmentait ce plafond à 350 kW, pour la pleine capacité du moteur électrique, les voitures disposeraient de plus d'énergie exploitable.
Cependant, conséquence directe, bah, ça donne moins de besoin de lift and coast, moins de levée de pied prématurée, moins de différentiel de vitesse extrême, donc moins de risques. Donc la vraie question, encore une fois, c'est la réactivité, c'est la F1. En fait, c'est un peu ça, c'est que moi j'ai peur que la Formule 1 dise non, on ne veut pas changer ça. Réunion mercredi d'ailleurs de la commission F1. J'ai peur que les écuries veulent, et notamment Ferrari, je rappelle que Ferrari a un droit de veto, attention à ça. J'ai peur en fait que les écuries de F1 se disent non, on ne veut pas changer parce que on doit attendre de voir ce que ça donne réellement en piste. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on arrive à des problèmes vraiment majeurs et des incidents majeurs à cause d'un envol d'une voiture qui touche une voiture qui est quasiment à l'arrêt à cause d'un manque de batterie. Moi, j'ai véritablement peur de ça. Donc, je plus sois. Non, franchement, je suis d'accord avec Andrea Stella. C'est une solution qui serait viable. Le problème, c'est Ferrari, parce que Ferrari, à juste titre, ils ont développé un moteur précisément pour contrer cette problématique. Les autres écuries, notamment Mercedes, semblerait-il, avec Mercedes, McLaren et donc Mercedes aujourd'hui avec le moteur, ils sont en mode bon, bah non, nous, on n'a pas fait ça. Ouais, bah si vous n'avez pas fait ça, on est dans une autre problématique là aujourd'hui. Donc ouais, moi je suis d'accord, je vous invite à donner votre avis en commentaire, mais moi de mon côté, je trouve quand même que Andrea Stella a raison sur cette partie-là. Autre gros problème, les pneumatiques. Ça, c'est un point qu'on n'a pas énormément évoqué dans cette nouvelle ère de la Formule 1, parce que oui, on le savait on sait bien sûr que Pirelli a fait des nouveaux pneumatiques pour s'adapter à cette nouvelle ère et nouvelle réglementation en 2026, mais l'un des points problématiques, bah c'est l'introduction de l'aéroactive qui change complètement la manière dont les pneumatiques sont sollicités. Les F1 2026 basculent en permanence entre deux configurations. Un mode ligne droite, je rappelle, donc moins d'appui, donc plus de vitesse, et un mode virage avec beaucoup plus d'appui. Le problème, c'est que les charges sur les pneumatiques ne sont plus linéaires, comme on pouvait avoir par le passé, avec un effet DRS qui est peut-être moins important dans la surcharge de travail sur les pneumatiques. Avant, la charge augmentait progressivement avec la vitesse. Aujourd'hui, elle peut exploser brutalement au moment où le pilote referme le mode ligne droite. Mario Isola explique que le vrai pic de contrainte arrive précisément à cet instant-là. La voiture gagne soudainement énormément d'appui, donc les pneus doivent encaisser des vitesses plus élevées en ligne droite, puis un pic brutal d'appui, puis une recharge maintenue en courbe. Donc ça donne une 3 phases. Vous êtes en gros en ligne droite avec le mode ligne droite du coup. Le pneumatique travaille comme il doit travailler. Ensuite, hop, l'aéroactive se met en place pour se remettre en mode virage. Donc l'aileron avant et l'aileron arrière se remettent en mode fort appui. Donc le pneumatique se prend une belle balle. Et en plus de ça, il doit survivre dans la courbe, le pneumatique. Donc il y a une vraie question autour de ça. C'est un fonctionnement qui est totalement nouveau donc pour Pirelli, pour le pneumatique, et les pneus 2026 ont déjà été homologués avant que les vrais monoplaces ne roulent. Ça par contre c'est un vrai problème. Parce que autant les moteurs de F1 vont être homologués pour la nouvelle ère pour cette nouvelle saison à partir du 1er mars, regardez la date, nous sommes le 17 février au moment où on tourne. Alors les pneumatiques qui ont été homologués avant même que les F1 ne roulent, je sais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais pour moi, c'est un véritable problème quand même. Hein. Tu ne peux pas homologuer des choses avant qu'elles ne puissent exister. Et ouais, voilà. Donc Pirelli, en fait, a travaillé principalement avec des données de simulation. Je ne critique pas Pirelli, je critique plutôt le mode de fonctionnement. Pirelli, en plus ils sont là, juste là, mais Pirelli, je ne critique pas le manufacturier de pneus. Ce que je critique, c'est le fonctionnement qui obligeait Pirelli à être ainsi, à faire ainsi, et à ne pas faire autrement. C'est ça, moi, la problématique que j'ai vis-à-vis de cette situation. Donc, Pirelli a travaillé principalement avec des données de simulation. Or, les équipes ne poussent pas encore totalement les voitures à la limite. On parle encore une fois donc par rapport à l'homologation. Autre complication, la météo. Pirelli doit concevoir des pneus capables de fonctionner avec le système activé, avec le système désactivé, et même en cas de défaillance. Donc, le vrai défi est là. Fournir un pneumatique performant avec une dégradation maîtrisée tout en conservant des stratégies variées, mais dans un environnement où les charges aérodynamiques varient brutalement et dynamiquement, et donc c'est plus un simple calcul. Donc en gros, c'est la merde. Excusez-moi du terme. Hein. Mais
Donc c'est un équilibre extrêmement fin entre performance, sécurité et imprévisibilité. Et encore une fois, tout est nouveau même pour Pirelli. Le pneu pourrait même devenir l'un des éléments les plus sensibles, encore une fois, de cette nouvelle ère de la Formule 1. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent les pilotes? Moi, sur la question des pneumatiques, moi, j'avoue que je suis un peu tendu sur cette question parce que je trouve ça quand même fou. Et c'est pour ça, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu l'épisode avec Jean-Louis Moncey, j'évoquais la question de est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment allouer un budget du côté de la FIA. Je ne sais pas si c'est possible, c'est une question que je pose, mais vraiment allouer un budget à la FIA quand on entre dans une nouvelle ère de la Formule 1, dans une transition technologique aussi importante. Est-ce qu'on n'allouerait pas un budget à la FIA pour faire une voiture test? La Formule I le fait, notamment, de leur côté. Alors après, les budgets sont nettement moins importants. Mais en Formule 1, pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est un budget qui est... Faire une Formule 1, ça coûte très cher, ça c'est sûr. Mais ça serait surtout extrêmement important pour le sport et la viabilité du sport du point de vue comment il évolue. En fait, finalement, de créer une voiture test à la FIA, juste pour la FIA, qui teste sa réglementation, non pas forcément en termes de performance, mais en termes de fiabilité et de vérifier comment les choses fonctionnent. Je trouve pas ça normal, moi, sincèrement, qu'on ait fait des pneumatiques qui ont été homologués seulement avec la simulation, sans avoir été testés réellement en piste. Seulement, là, ils ont été testés à Bahreïn, mais hors performance et hors à la limite. Donc ça fait partie des choses qui pour moi me chagrinent énormément vis-à-vis de cette nouvelle réglementation. Maintenant, il faut savoir plutôt, il faut regarder un peu ce que disent les pilotes. Alors oui, vous avez forcément vu la déclaration de Max Verstappen, on va y aller, mais il y a eu aussi des réactions positives, j'ai envie de dire, par rapport à cette nouvelle réglementation en 2026. Verstappen, lui, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ces F1 2026 ne sont pas amusantes à piloter. Le mot qu'il utilise, c'est gestion. Pour un pilote qui a bâti sa légende sur l'attaque, l'instinct et l'agressivité pure, le constat est dur. Ce n'est pas très Formule 1, ça ressemble plus à de la Formule I sous stéroïdes. Encore une fois, c'est pas une critique envers la Formule I, c'est juste un ressenti technique. Il reconnaît que tout le monde de toute façon est logé à la même enseigne, mais ce qu'il remet en question, c'est plutôt la phase de plaisir. Il le dit clairement, une voiture performante ne suffit pas, elle doit être fun, et à ce stade de sa carrière, Verstappen explore d'ores et déjà d'autres horizons. GT, endurance pour retrouver ce plaisir brut de pilotage. Ce qui le dérange profondément Max Verstappen, en fait, ce n'est pas l'égalité, c'est l'expérience du pilotage, je le disais. Selon lui, la course devient moins pure, important de prendre ça en compte. Et quand le quadruple champion du monde parle d'un sport qui devient anti-course, eh bien, ça pèse très lourd. De son côté, Sergio Pérez, qui revient en Formule 1 aujourd'hui du côté de chez Cadillac, eh bien, il rejoint globalement le ressenti de Max Verstappen. Il parle du plus grand changement réglementaire de sa carrière. Pour lui, tout tourne désormais autour de l'énergie. Et le problème, c'est que personne ne sait vraiment à quoi vont ressembler les courses. Il évoque plusieurs inquiétudes, même d'ailleurs, une dépendance plus forte à l'unité de puissance, une difficulté accrue à dépasser, même d'ailleurs, pourtant, alors qu'il y a le mode boost et le mode overtake pour justement aider au dépassement, et une gestion énergétique ultra délicate en combat roue contre roue, et surtout un risque de chaos en début de saison, le temps que les pilotes comprennent parfaitement leur moteur, leur fenêtre d'énergie, leur capacité de dépassement. Les premières courses pourraient être instables, et Perez, lui, ne condamne pas forcément la nouvelle réglementation. Il doute, mais surtout il doute et il attend de voir comment les choses vont se développer. Fernando Alonso aussi s'est exprimé sur la réglementation. Alors lui, comme on le sait, il aime bien avoir son ironie habituelle. À Bahreïn, elle a pris l'exemple du virage 12, notamment historiquement l'un des plus rapides et exigeants du circuit. Avant, on réglait la voiture pour pouvoir la passer à fond. Le talent du pilote faisait la différence. Et aujourd'hui, on le prend environ 50 km/h plus lentement. J'évoquais notamment en off tout à l'heure avant le début de l'émission le fait que parfois les F1 passent moins rapidement que des F2. Pourquoi ? Parce qu'on préfère économiser l'énergie pour la ligne droite suivante. Et Alonso lâche cette phrase: à 7 virages, à 7 vitesses, le chef cuisinier peut piloter la voiture dans le virage 12. Du grand Fernando comme on aime. Ça, c'est mon Fernando.
Bon, derrière la blague, il y a un vrai constat quand même, l'impact du pilotage pur en courbe rapide est réduit, car tout est dicté par la gestion électrique, forcément. Il comprend donc la frustration de Verstappen, mais il appelle également aussi à de la patience. La Formule 1 a toujours évolué et il faudra quelques courses pour juger réellement cette nouvelle ère. C'est encourageant. Reste une chose, pour Alonso, l'adrénaline du pilotage des années 2000 reste difficile à égaler. Petit point également sur les propos de Lewis Hamilton. Hamilton, lui, a plutôt déploré le fait qu'il fallait un diplôme pour piloter, je le disais, en Formule 1 aujourd'hui avec cette gestion électrique. Voilà principalement ce qu'il a dit, même s'il déplore également la difficulté à comprendre cette nouvelle réglementation en Formule 1 en déplorant même la question de la compréhension pour les fans. Ça, c'est une toute autre question. Maintenant, il y a Russell et Norris. Et Russell et Norris, ils sont plutôt pas enjoués, mais ils appellent à la patience. Pour Russell, il a une position plus nuancée, presque institutionnelle. Vous allez comprendre, il appelle à de la patience. Pour lui, nous sommes à 4 jours du début d'un règlement qui va durer plus de 3 ans. Les progrès techniques des premiers mois seront énormes, et ça, je le rejoins. Il reconnaît que les moteurs sont complexes, probablement plus compliqués pour les ingénieurs que pour les pilotes. Il admet que certaines choses sont contre-intuitives, c'est vrai, comme devoir prendre certains virages en première pour maintenir le turbo en tension. Mais il insiste, la Formule 1 ne peut pas satisfaire tout le monde. On veut des voitures plus légères, mais aussi plus puissantes. On veut du bruit, mais aussi attirer des constructeurs comme Audi. On veut du spectacle, mais aussi une transition énergétique crédible. Rappel de Russell sur une réalité importante. La Formule 1 n'est pas seulement un sport pour 20 pilotes, c'est un sport mondial et avec des enjeux industriels, politiques et économiques. Et il pose une question presque philosophique. Peut-on vraiment cocher toutes les cases? Parce que c'est vrai, tout le monde demande tout et son contraire. Il y a des débats de tous les côtés. On ne peut pas tout avoir en Formule 1. Parce que ce qui est fascinant avec ces réactions, c'était pas qu'il y ait des critiques. En fait, finalement, c'est la fracture idéologique que tu peux avoir aujourd'hui dans tous les débats qui peuvent y avoir par rapport à cette réglementation 2026. Parce que d'un côté, cette fracture idéologique met en opposition la F1 comme sport mécanique pur, instinctif, bruyant et même agressif d'une certaine manière. Et de l'autre, la F1 comme laboratoire technologique, complexe, stratégique, ultra optimisé. Et Verstappen, lui, parle d'émotion. Russell parle d'évolution, Perez parle d'incertitude, Norris, lui, de son côté, il parle d'opportunité. Et au milieu de tout ça, tu as une question qui est simple. La F1 2026 est-elle en train d'évoluer ou de se transformer? Parce que s'adapter, tous les pilotes le feront, sans exception. Mais aimer cette nouvelle manière de courir, c'est tout autre chose. Parce que ce qui est vrai, je me remets un petit peu notamment sur la question de la Formule AI. J'avais noté un petit peu les exemples par rapport à ce qui peut se passer en Formule AI. Parce que, alors, je vais vous trouver ça. En gros, là où je veux en venir par rapport à la FE, et ça m'amène sur la conclusion, c'est-à-dire que il y a beaucoup j'ai envie de dire, de comparaisons entre la Formule AI et la Formule 1, surtout à partir d'aujourd'hui. En fait, c'est deux philosophies qui s'opposent aujourd'hui. Parce que, au-delà de la fracture idéologique, et franchement, je pense que c'est vraiment une question de philosophie, et je ne galvaude pas ce mot parce qu'on est vraiment sur des philosophies totalement différentes aujourd'hui sur la Formule 1. La Formule I, c'est un sport qui a été conçu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour être dans la gestion énergétique et dans la gestion électrique, et avec une vision de devoir aller le plus vite possible, avec le moins possible. Autre terme, la Formule I, par exemple, quand un pilote commence une course, il a un niveau de batterie qui ne lui permet pas d'aller au bout de la course s'il fait du full attaque tout le temps. Impossible. Pas pour une question d'automatique, mais pour une question de batterie. Donc, pour aller le plus loin possible, tu dois être le plus efficace, le plus efficient et le plus, j'ai envie de dire, le plus intelligent. Voilà. Et ça, c'est un point qui est fait de la Formule 1. La Formule 1 a été faite comme ça. Elle a été pensée comme ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je suis passionné par la Formule 1 parce que je trouve que c'est le meilleur laboratoire technologique que tu peux avoir pour les marques automobiles dans le sport auto. La Formule 1, beaucoup moins aujourd'hui par rapport à tout ça. Mais la Formule 1, c'est totalement différent. La Formule 1 a été pensée comme ça. La Formule 1, non. La Formule 1, ça a été pensé comme étant une discipline. Je pense, du moins dans l'ère moderne, quand tu penses à la Formule 1, tu penses à de la férocité, tu penses à de l'attaque, tu penses
à la puissance même d'ailleurs, aux pilotes gladiateurs, les meilleurs pilotes du monde même d'ailleurs, tu ne penses pas forcément à une question de gestion énergétique. Tu ne penses pas à une question de recharger. Tu ne penses pas forcément à une question de euh, d'une dépendance électrique aussi importante. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que je trouve qu'on va dans une direction qui peut poser problème du point de vue philosophique même de la Formule 1. Et que la Formule 1 a des risques de se perdre. C'est ça en fait là où je veux en venir. La Formule I, par exemple, dans la Gen 4 qui va arriver l'année prochaine, ça va être des monoplaces de 800 chevaux. Même si on aura une monoplace ultra surpuissante l'année prochaine, la partie énergétique et la partie gestion électrique sera toujours ultra présente dans une discipline qui a été pensée comme ça. Même si aujourd'hui en Formule 1, on a des monoplaces qui sont exceptionnelles du point de vue technologique et du point de vue avancé dans les pensées, euh, ça n'en reste pas moins que ça n'est pas forcément dans l'ADN même de la Formule 1. Et j'ai peur de ça finalement, que la Formule 1 se perde dans cette recherche un peu trop poussée, j'ai envie de dire, d'une nouvelle philosophie de la Formule 1. Et risque également de perdre ses pilotes. Parce que ce qui est intéressant en Formule 1, c'est que les pilotes qui ont fait leur évolution karting, formule de promotion, F3, F2, pour ensuite aller en Formule 1, quand ils vont à F1, c'est dans le but d'avoir les meilleures voitures au monde et les voitures les plus puissantes au monde pour pouvoir, eh bien, j'ai envie de dire, faire partie des meilleurs pilotes du monde, mais dans une catégorie qui met en avant les meilleurs pilotes du monde. Avec cette nouvelle ère de la Formule 1, j'ai pas le sentiment non plus qu'on va mettre en avant les meilleurs pilotes du monde. Pourquoi ? Parce que la gestion énergétique est trop importante. C'est surtout ça. Alors oui, après, la réglementation va être amenée à se développer, à évoluer, et ça c'est sûr et certain, bien sûr. Moi, je parle vraiment, véritablement, à l'instant T, sur l'année numéro 1 de cette nouvelle ère de la Formule 1. Bah, la peur que j'ai, c'est qu'on ait des pilotes qui se disent, et désolé de le dire, est-ce que je n'irais pas forcément entre la Formule 1 et la Formule I, est-ce que finalement ce ne serait pas pareil sur la question de la gestion énergétique? La Formule I, c'est 100% électrique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui en Formule 1, la dépendance électrique est tellement importante que tu peux aller t'éclater autant en Formule I que tu peux aller t'éclater autant en Formule 1. La peur qu'il peut y avoir par la suite, c'est comment la Formule 1 va se développer pour ne pas se faire bouffer à cause de cette dépendance électrique. Et les pilotes qui veulent aller en Formule 1, ils veulent aller en Formule 1 parce que c'est des voitures puissantes, féroces, et où tu veux devenir un pilote tel un gladiateur. Tu as un certain caractère à aller en Formule 1. C'est la meilleure discipline au monde, c'est le pinacle du sport auto. Tu as une vision de férocité, j'aime bien dire ce terme, mais c'est puissant une Formule 1, ça. Ça inculque une véritable culture du succès et de l'évolution même, ne serait-ce que du point de vue thermique et du point de vue même aéro. Et là, en fait, de l'autre côté, tu as la Formule I qui est dans une situation de gestion énergétique. Et quand quand un pilote va en Formule I, il sait ce qu'il attend, il sait pourquoi il y va, il sait comment il va devoir piloter, enfin comment il va devoir apprendre à piloter. Là, en Formule 1, tu commences à apprendre à piloter comme si tu étais en Formule I. Ça, c'est très dommageable. C'est extrêmement dommageable. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vraiment être alarmiste par rapport à cette nouvelle réglementation sur 2026 ? Par rapport à tout ce que j'ai dit, ça peut paraître paradoxal à ce que je vais dire, mais honnêtement, non. Il n'y a pas de quoi être alarmiste aujourd'hui. Il y a énormément de questions, des inquiétudes qui sont totalement légitimes et des questions donc qui sont forcément légitimes. La gestion énergétique prend une place immense et les départs posent forcément question. Et l'aéroactive qui change, ça change profondément forcément les sensations. Mais nous sommes à 3 semaines du premier Grand Prix de cette saison 2026 de Formule 1. 3 semaines seulement. On parle d'un règlement qui va durer plusieurs années. On parle d'équipes qui ont accumulé à peine quelques jours de roulage. Hein. Donc on parle d'ingénieurs qui vont comprendre ces voitures mois après mois. George Russell a raison sur un point fondamental. Il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps à cette réglementation. La F1 a toujours progressé dans l'adaptation. Les règlements les plus complexes ont souvent donné naissance aux innovations les plus marquantes d'ailleurs. Et surtout, il y a quelque chose d'excitant dans tout ça. On entre dans une saison où il y a de vrais inconnus. On ne sait pas exactement à quoi vont ressembler les départs. On ne sait pas encore
comment les stratégies énergétiques vont évoluer, on ne sait pas comment les équipes vont optimiser l'aéroactive, et dans une époque où tout est souvent prévisible en Formule 1, avoir autant d'incertitudes, bah, c'est presque finalement un luxe. Parce que on va voir du jamais vu dans l'histoire de la discipline. Une F1 à 50% électrique en puissance, une gestion énergétique ultra fine, une approche stratégique totalement renouvelée, un tournant historique. Et les tournants historiques ont toujours peur au début, et ça c'est vrai. Maintenant, parlons franchement, parce que il y a la question autour de Max Verstappen sur la nouvelle réglementation en Formule 1. Je vais arriver avec ce... Max Verstappen a expliqué que, en gros, si on restait dans cette direction, il quitterait la Formule 1. Du moins, il l'a fait comprendre. Ça ne le laissait pas envie de rester en Formule 1. Après, on peut le dire, enfin sincèrement, je comprends les propos de Max Verstappen, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si Max Verstappen veut quitter la Formule 1, bah, il peut la quitter. Personne forcément ne retient Max Verstappen, mis à part peut-être son contrat du côté de chez Red Bull. C'est pas forcément méchant ce que je dis, mais je parle de quelque chose de factuel. Fernando Alonso regrette également l'adrénaline des années 2000, c'est compréhensible. Mais la Formule 1 a vu passer tous les meilleurs pilotes du monde. Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, et encore aujourd'hui Sir Lewis Hamilton qui est encore présent en Formule 1. Elle a vu des générations entières de pilotes s'adapter, contester, évoluer, et donc parfois partir. La F1 dépasse peut-être toujours les individus, même si par exemple moi j'estime que Lewis Hamilton est plus grand que la Formule 1 parce qu'il a fait changer drastiquement de l'intérieur la Formule 1 sur Lewis Hamilton. Si Verstappen ne se plaît plus en Formule 1, avec cette nouvelle réglementation en Formule 1, bah, grand bien lui fasse, il pourra aller en GT, en endurance, et même et donc forcément bientôt sur les 24 heures du Nürburgring. Ce sera son choix, mais la Formule 1, elle, continuera comme elle l'a toujours fait depuis 1950. Pendant l'éternité, la Formule 1 continuera d'évoluer. Parce que ce sport a toujours été plus grand que n'importe quel pilote, peu importe le talent qu'il a. Et surtout, les meilleurs s'adapteront, comme toujours. Donc Max Verstappen, il peut dire ce qu'il veut. Fernando Alonso peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas une critique envers eux, c'est juste factuel. Si la nouvelle réglementation en Formule 1 ne leur plaît pas, bah, ils partiront. Et la Formule 1 continuera d'être et continuera d'évoluer. Je ne dis pas que c'est dommage. Je ne dis pas que ce n'est pas dommage de voir un Max Verstappen être mécontent de la nouvelle réglementation en Formule 1. Moi, ça m'importe énormément. J'entends Verstappen, le meilleur pilote du monde aujourd'hui, dire qu'il n'aime pas la nouvelle réglementation au point où il pense véritablement à partir de cette nouvelle ère. Il avait déjà prévenu l'an dernier que la nouvelle ère de la Formule 1 allait dans une direction, même de piloter la Red Bull 2026, ça allait dans une direction qui ne lui plaisait pas. Là, après avoir piloté, il s'est dit bah ça me plaît vraiment pas. Et moi je trouve ça pour le coup très sincèrement dommage de voir le meilleur pilote du monde être sur le point de quitter la Formule 1. Cependant, ça n'empêche pas d'être objectif et de se dire bah s'il veut quitter la Formule 1, bah qu'il quitte la Formule 1. Personne ne retient Max Verstappen aujourd'hui en Formule 1, mis à part son contrat chez Red Bull, comme je le disais. Même chose pour Fernando Alonso. Alonso a connu toutes les époques de la Formule 1. Et forcément, t'arrives à ce qui se passe en 2026, il n'a pas demandé à signer en Formule I. En fait, c'est ça, c'est qu'on se rapproche tellement de la Formule I que les pilotes, ils n'ont pas demandé à signer en Formule I, en gros. Ils ont un contrat en Formule 1, pas en Formule I. Et je sais, vous savez très bien que j'aime profondément la Formule I. Donc, c'est ça en fait là où je veux en venir, c'est que on est dans une fracture tellement idéologique, une fracture tellement de philosophie que ça en devient un combat philosophique, même permanent, par rapport à ce qui se passe dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Et surtout, on a un point que j'ai pas évoqué, mais même la sensation, et ça aussi ça rentre dans la fracture idéologique, bah, c'est la partie sonorité du moteur. Oh, on dirait mon barbeur. Je vous jure que les moteurs en Formule 1 là cette année, au moment où elles se préparent quand elles font les procédures de départ, je vous jure que c'est mon barbeur qui me fait mon dégradé.
Donc ça, non, ça c'est pas normal non plus. Je suis pas alarmiste sur la réglementation 2026, cependant on peut évoquer des points problématiques. La sensation de l'émotion avec le bruit du moteur, la sensation de sécurité également avec la procédure de départ qui pose énormément de problèmes, la sensation de sécurité également sur l'aéroactive, la procédure de sécurité également sur les pneumatiques également aussi qui sont en souffrance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme problème qu'on a évoqué? On a évoqué le problème du déploiement énergétique. Ça aussi, c'est un problème où, en fait, finalement, le pilote est moins acteur de ce qui peut se passer dans la voiture et de ce qui peut se passer en piste, parce que finalement, tu es tellement dépendant de l'électrique que tu en deviens un passager de la voiture. En fait, j'ai juste peur que dans cette ère de compromis, parce que la réglementation 2026 est devenue une ère de compromis, comme je le disais. Tellement c'est une ère de compromis que tu dois tellement bien veiller à bien gérer ta batterie dans cette nouvelle réglementation 2026 qu'en milieu de ligne droite, tu n'as plus de puissance électrique, que ta voiture décélère et perd en kilométrage, que finalement, en perd en kilomètre heure, que finalement, tellement il y a de facteurs que le pilote devient un passager dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Et ça, c'est terriblement dommage. Je ne dis pas que cette réglementation 2026 est déjà ratée. Par contre, il faut véritablement faire en sorte que le pilote devienne nettement plus acteur, comme ce qui avait été prévu et présenté par la Formule 1 et par la FIA. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de questionnements logiques et légitimes qui font qu'aujourd'hui, cette règlement 2026 inquiète énormément. Et il est assez difficile, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, de voir comment elle va évoluer positivement. Quand Max Verstappen s'inquiète au point de dire qu'il pense ça ne lui donne pas envie de rester en Formule 1, alors oui, il peut partir, personne ne le retient, mais ça n'empêche pas que c'est véritablement et profondément dommage de voir le meilleur pilote du monde, avant ses 30 ans, se dire « Bon, il est peut-être temps pour moi de quitter la Formule 1 ». Ça, c'est véritablement dommage. Et j'ai peur, en fait, de comment la Formule 1 va évoluer. Même si c'est vrai, je ne suis pas si alarmiste que ça. Mais je suis vigilant, je suis curieux. Et même d'une certaine manière, assez enthousiaste, c'est vrai. Parce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère. Et les nouvelles ères, on ne les juge pas forcément après 4 jours d'essai. Même s'il va y avoir la deuxième session du côté de Bahreïn. On les regarde évoluer, on les laisse se développer. Et ensuite, on tranche. Mais je pense que ma manière de trancher arrivera après les 3 premiers Grands Prix de cette saison 26 de Formule 1. Et surtout, la hiérarchie sportive qu'il y aura en Australie, ce ne sera pas la même qu'il y aura sur les autres Grands Prix par la suite. Donc c'est ça aussi, il faut être enthousiaste. Cependant, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à certains points légitimes qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, ça c'est vrai, on est allé un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais ça a été ultra passionnant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de tous les problèmes qu'il y a dans cette nouvelle ère de la Formule 1, à aller un petit peu de tous les côtés. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, j'espère que ça a été le plus concis, précis le plus possible, qu'on allait le plus loin possible, sachant que c'est un podcast, donc on peut prendre le temps. Donc voilà les copains. Bah écoutez, merci beaucoup les copains d'avoir suivi ce nouvel épisode de Push Lab, ce 4e épisode de la saison 2. Immense merci à Emotion. Je tiens à rappeler d'ailleurs dans cet épisode que vendredi chez Emotion, c'est la finale de la Bocosim, de la Bocosim. Ici, vendredi 18h à 19h si je ne me trompe pas, ou 19h-20h. Vous aurez les informations sur la chaîne, sur le Insta de Emotion. Bien sûr les copains, immense merci d'avoir été présents. J'en ai marre de ce fil qui cogne toujours dans le baril qui est juste à mes côtés. Immense merci les copains, prochain épisode la semaine prochaine, on va totalement se régaler. Immense merci à Emotion de me laisser tourner ici avec un studio de tournage qui est absolument exceptionnel. Merci beaucoup pour cette immense collaboration. Sans Emotion, eh bien ce podcast ne pourrait pas exister, avec les invités qui arriveront tout au long de cette nouvelle saison de Push Lap, avec cette nouvelle ère de la Formule 1. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à poster vos avis, à donner vos avis en commentaire sans les oublier. Et puis ceux qui écoutent en podcast, immense merci à vous, vous êtes les meilleurs. Non pas pour l'exclamation, on n'est pas sur Twitch, mais plutôt podcast. Merci, n'hésitez pas à noter le podcast avec les étoiles et à mettre des commentaires si vous le pouvez sur les différentes plateformes de podcast pour un meilleur référencement. Ciao les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Push Lab. Ciao.